chef d'orchestre d'une symphonie intellectuelle. Les mots et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu Bock-Côté. Il y avait autrefois un idéal qui était celui de l'homme cultivé. L'homme cultivé qui avait une culture générale. C'était normalement les humanités classiques, les humanités gréco-latines, passées par le filtre de la tradition chrétienne. Et on considérait qu'un homme cultivé, c'était quelqu'un qui avait, dans sa formation, fait rencontrer ses œuvres, et ensuite la littérature française, la philosophie, tout ça, et pouvait ensuite être un homme éclairé dans la cité. On aura compris, j'ai homme au sens large, entendu au sens homme et femme. Or, aujourd'hui, l'idéal de l'homme, la personne, l'homme cultivé, est-ce qu'il habite encore nos sociétés? Surtout, on l'a vu ces dernières années avec la critique à l'école des connaissances, qui fait les remplacer par des compétences. Surtout avec cette idée que le docteur Google allait nous servir de mémoire de substitution. Et aujourd'hui, avec même l'intelligence artificielle qui pénètre dans les salles de classe et tend à justement dévaloriser les connaissances et le savoir. Pour parler de tout ça, une question qu'on a déjà abordée ici, soit dit en passant, avec une enseignante française, on le fait aujourd'hui avec un enseignant québécois, David Santarossa. David Santarossa, bonjour. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Alors, dans votre texte du Devoir, vous nous expliquez que malgré le fait que l'intelligence artificielle risque de révolutionner finalement complètement la pédagogie, l'enseignement, la culture, les connaissances au sens technique, pourrait-on dire, je me préfère dire la culture générale, vous me direz si le terme est aussi bien selon vous, eh bien, demeure nécessaire. Oui, absolument. Et même, je vais un peu à contresens de l'époque, parce que vous l'avez dit un peu en introduction, depuis la fameuse réforme, n'est-ce pas, le renouveau pédagogique du début des années 2000, on a dit, ben, vous savez quoi, les connaissances, ben, c'est pas vraiment important, c'est davantage les compétences. Donc là, on nous expliquait finalement qu'on peut être un excellent historien, le meilleur historien qui soit, sans savoir ce qu'est la Révolution tranquille, sans savoir qui est René Lévesque ou Samuel de Champlain. Donc il y a quand même là une drôle d'idée où, je sais pas, on peut être un excellent médecin sans savoir ce qu'est une otite ou une gastro. Donc allez savoir pourquoi. Mais bref. On nous disait que les connaissances n'étaient pas importantes, et là arrivent les Google de ce monde, et là on nous dit, ben voyez-vous, ça prouve que les connaissances sont pas tant importantes, parce que vous savez quoi? Est-ce que c'est si important que ça de savoir qui est Samuel de Champlain? On peut le googler, puis je peux avoir l'information en quelques secondes. C'est vrai, il faut le reconnaître, on peut avoir l'information en quelques secondes. Et ce que je montre dans mon texte dans le Devoir, c'est, imaginons que vous lisez un article sur la Nouvelle-France et que vous avez aucune idée de qui est Samuel de Champlain, de qui sont les Iroquois, les Hurons, donc c'est les alliances entre les populations autochtones. Je veux dire, chercher tout ça sur Google, rapidement, on va trouver la lecture du texte est extrêmement longue. Donc, on voit déjà l'importance d'avoir des connaissances dans sa mémoire à long terme. C'est ça qui va venir alléger notre lecture, parce que sinon, notre cerveau va être surchargé très, très rapidement. Mais il y a un autre argument qu'on peut mobiliser, me semble-t-il, c'est que le savoir produit par l'intelligence artificielle est un savoir orienté. Quoi qu'on en dise, la saisie des données vient avec ce qu'on pourrait appeler l'idéologie californienne de notre temps. On dit quelquefois que l'intelligence artificielle peut être assez woke et tout ça. Donc, j'ai l'impression que la culture qui passe par les livres, la culture classique qui peut être transmise par un enseignant, c'est une manière aussi de se construire un système immunitaire lorsqu'on se lance dans les machines d'intelligence artificielle, pour ne pas penser simplement comme les algorithmes et comme les schèmes de pensée qui leur sont associés nous disent de penser. Ouais, hein, si on pense à la philosophe Hannah Arendt qui nous disait finalement que la culture, c'est quoi? Ben, c'est ce qui perdure dans le temps un peu. C'est nos réflexions qui perdurent dans le temps. Et oui, il y a une forme de sagesse de relire justement les Grecs, les anciens, les philosophes des Lumières, etc. Et puis oui, ça nous empêche de finalement tomber dans la nouvelle idéologie à la mode. Donc oui, si on va sur ChatGPT, ce type d'intelligence artificielle générative, on va tomber dans des idées, dans l'idéologie de genre très rapidement. On va nous expliquer que toutes les différences entre les hommes et les femmes, ben finalement, ça s'explique principalement par le social, puis le biologique, c'est pas très, très important. Donc oui, il y a toute cette idéologie-là qui est bel et bien présente. Et au-delà de ça, je pense, donc oui, les connaissances sont importantes, mais c'est aussi les connaissances qui forment notre caractère en quelque sorte. C'est-à-dire que les personnages historiques, ce sont pas justement des connaissances un peu mortes, j'ai envie de dire. Ce sont des connaissances bien vivantes.
ça peut être des modèles qui peuvent nourrir justement notre action, qu'elle soit politique, professionnelle ou même amicale. Je sais pas, tu sais, des personnages comme tu lis, en ce moment, je suis dans Les Trois Mousquetaires, tu lis Les Trois Mousquetaires, ben, tu peux être inspiré par l'amitié qui unit les 3 ou 4 mousquetaires, dépendamment comment on le voit. Donc, oui, les connaissances, ça devient la culture générale, comme vous le disiez il y a quelques instants, et c'est ça qui donne du sens à ce qu'on vit, là. Alors, ça va, on le voit dans l'école, le problème, c'est que peut-être que les enseignants comme vous disiez, vous êtes un peu à contre-courant, mais j'ai l'impression que les enseignants comme vous sont presque minoritaires aussi. Je dis pas marginaux, mais minoritaires, c'est-à-dire que l'idéologie des sciences de l'éducation, qui voulait procéduraliser l'enseignement, qui en a fait davantage une technique qu'un art, qui a congédié la culture, justement, j'ai l'impression qu'il faut, pour être un enseignant comme vous, entre guillemets, il faut vouloir l'être, que vous n'êtes plus le modèle dans le système d'éducation, mais le contre-modèle. Est-ce un peu le cas? Je pense à mes collègues et j'ai fait lire mon texte à mes collègues et ils étaient tous en accord avec moi. Si j'avais fait lire mon texte par des professeurs d'université ou des étudiants à l'université en éducation, ils auraient tous été contre moi, j'ai l'impression. Hein, si tu dis le mot connaissance dans les départements d'éducation, tu es vraiment mal vu. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sortent. En fait, c'est pas une impression, je l'ai vu de mes yeux vus, comme on dit. Ils sortent des départements d'éducation. Ils ont été un peu, on leur a transmis justement l'idée du socio-constructivisme, donc l'idée que la réforme, les compétences sont importantes. Et ils arrivent sur le terrain et ils se rendent compte que, oh, non, 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 il y a un réel déficit de transmission culturelle. Au Québec, plus peut-être même qu'ailleurs, parce qu'on a des problèmes à ce propos-là depuis des siècles même. Mais donc, lorsqu'ils sont confrontés au réel, j'ai l'impression qu'ils reviennent dans le droit chemin, si j'ose dire, et qu'ils voient tous les problèmes en lien avec la réforme. Je veux dire, si l'approche par compétence fonctionnait, ça se saurait, j'ai envie de dire. Les enseignants au secondaire, au primaire, l'appliqueraient simplement par le fait même que ça fonctionne. Or, ça ne fonctionne pas et c'est pour ça que c'est pas bien long que je veux dire, quelques années après leur formation, les enseignants se détournent totalement de leur formation initiale en enseignement, là. Alors, je vais distinguer deux notions, vous me direz si vous êtes d'accord. Il y a ce qu'on pourrait appeler la culture générale, le savoir véritable, les humanités, qu'on appelle ça, ou encore des connaissances scientifiques véritablement produites. Et il y a cette contrefaçon de culture qui est l'idéologie. Et j'ai l'impression que dans l'université aujourd'hui, je me permets de vous amener sur ce terrain, une bonne partie du savoir universitaire est un savoir contrefait. C'est un savoir qui relève de la contrefaçon. Donc, ça a les apparences de la science, ça parle le langage sophistiqué, conceptuellement empoulé, mais dans les faits, c'est de l'idéologie plus que de la culture, et j'oserais dire que plusieurs professeurs d'université n'ont pour culture que leur idéologie. Donc même eux, la culture générale, ils ne sauraient qu'en faire. Est-ce que c'est pas aussi une des dimensions de la crise de l'éducation au Québec? Absolument. Prenons un exemple de l'actualité sur le fameux musée d'histoire nationale, n'est-ce pas? Sauf erreur, tous les professeurs d'université qui se sont qui ont pris la parole publique pour parler de ce musée-là étaient systématiquement contre l'idée d'un musée d'histoire nationale. Donc, quelle drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Le, l'université qui est supposée être le lieu du conflit idéologique, du conflit des idées, eh bien, sur cette question-là, il y a une homogénéité idéologique. Ajoutons à cette coïncidence que cette homogénéité idéologique qui critique le récit national est en parfaite adéquation avec le fédéralisme canadien. Évidemment, tout ça n'est que pure coïncidence, mon cher Mathieu. C'est pas comme s'il y avait une forme, justement, d'homogénéité idéologique chez les professeurs d'université. Évidemment, je rigole un peu, on aura compris. Donc oui, manifestement, on nous dit finalement que le récit national, ça n'existe pas vraiment. Eh bien, à nouveau, on mélange idéologie et connaissance véritable, finalement. Alors, il nous reste à peu près 1 minute 30. Un jeune qui est devant vous et qui vous dit, monsieur, c'est pas nécessaire, c'est bien gentil, vos connaissances, votre savoir, mais j'ai accès à tout ça déjà par moi-même. Vous devez le convaincre et vous ne pouvez pas vous contenter de lui faire lire votre texte. Vous lui expliquez quoi pour lui dire que c'est par ailleurs, c'est peut-être une bonne idée de passer par le savoir, même si c'est peut-être plus exigeant. Ben, on peut se rapporter, si on veut, à la fameuse allégorie de la caverne de Platon, c'est-à-dire que savoir, ça fait mal. Donc, c'est douloureux d'aller vers la lumière, en quelque sorte. Donc, c'est très difficile de convaincre quelqu'un. J'ai l'impression que c'est le rôle de la société des adultes de montrer, ben, pour être dans la société des adultes, tu dois avoir certaines connaissances générales, sinon,
ben t'as l'air fou en quelque sorte. Donc j'ai l'impression que tristement, c'est peut-être par la honte que ça doit passer, c'est-à-dire que ben il y a un certains critères, certaines valeurs, certaines connaissances qui sont importantes dans le monde des adultes et vous devez l'acquérir. Si vous ne l'acquérissez pas, vous allez avoir l'air fou tout simplement. Là. En 15 secondes, 30 secondes, disons, vous avez chez vos élèves un désir de culture? Vous sentez chez eux quelque chose comme un désir de culture ou il faut travailler très très fort pour le faire naître? C'est pas chez tout le monde, mais il y a plusieurs élèves qui me posent des questions. Monsieur, qu'est-ce que je devrais lire? Qu'est-ce que vous me conseillez? Il y en a qui cherchent ça, qui cherchent des modèles de lecture, parce que j'ai envie de dire, surtout au Québec, on n'en a pas beaucoup des modèles de lecture dans l'espace public. Eh bien là, si on leur propose des lectures, par exemple, moi j'ai des élèves de secondaire 3, je leur ai proposé Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas. Ils ont adoré ça. Donc, j'ai l'impression que oui, si on leur fait confiance, si on les prend au sérieux, si on croit qu'ils sont capables de lire ces classiques, ben ils vont se lancer dedans, ils vont être très très heureux de le faire. Mais il faut croire en eux en quelque sorte. David Santarossa, vous êtes enseignant, vous êtes essayiste, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin sur Cube Radio. Merci beaucoup, au revoir.